On dit que les morts ne reviennent pas, que le chagrin est le prix de l'amour. Mais que se passe-t-il lorsque la personne que vous pleurez depuis 5 ans réapparaît soudain, bien vivante, à l'école de votre fille? Voici l'histoire d'Olivia et Emma Mitchell, et du jour où un fantôme de leur passé a refait surface dans leur vie. Le 15 mai avait commencé comme n'importe quelle autre journée de printemps à l'école primaire de Meadowbrook. Le ciel était dégagé, les températures idéales pour la traditionnelle fête sportive annuelle. Emma Mitchell, 8 ans, attendait ce jour avec impatience depuis des semaines. C'était une enfant discrète, avec le doux sourire de sa mère et le regard pensif de son père du moins, c'est ce que tout le monde lui disait. Elle ne se souvenait pas beaucoup de son père, Michael Mitchell, mort dans un accident de voiture quand elle n'avait que 3 ans. Les quelques souvenirs qui lui restaient étaient des trésors précieux, gardés jalousement au fond de son cœur. Alors qu'Emma faisait la queue à la cantine, son plateau de nuggets de poulet et de quartiers de pommes en équilibre, quelque chose attira son attention de l'autre côté de la cour de récréation. Un homme se tenait près de la clôture, faisant signe à une fille d'une autre classe. Il y avait quelque chose chez lui, quelque chose de familier dans sa façon de se tenir, dans sa façon de rire. Emma plissa les yeux à cause du soleil. L'homme avait les mêmes cheveux châtain clair que le père sur ses photos, la même taille, la même carrure. Et quand il sourit à la fillette, Sophie, une nouvelle élève arrivée quelques mois plus tôt, Emma vit un détail qui lui noua l'estomac, une petite cicatrice au-dessus du sourcil droit, exactement comme sur la photo posée sur sa table de nuit. Madame Peterson, l'institutrice d'Emma, se précipita. « Emma, ça va ?» Mais Emma ne pouvait pas parler. Ses yeux étaient rivés sur l'homme qui, à présent, regardait dans sa direction. Leurs regards se croisèrent un instant. Une lueur de reconnaissance traversa son visage avant qu'il ne se détourne rapidement, prenant la main de Sophie et se hâtant vers le parking. « Emma !» Madame Peterson lui toucha l'épaule. « Tu es pâle comme un linge. Tu te sens mal ?» Emma hocha la tête en silence. Oui, elle se sentait mal. Parce que l'homme qu'elle venait de voir, l'homme avec Sophie, ressemblait trait pour trait à son père décédé. Ce soir-là, Emma toucha à peine à son dîner. Olivia avait appris à décrypter les humeurs de sa fille. Mère célibataire depuis 5 ans, elles avaient tissé ce genre de lien fusionnel qui naît du deuil partagé. À 35 ans, Olivia travaillait comme secrétaire administrative pour l'inspection académique du district scolaire d'Emma, un poste qui lui permettait d'être présente pour sa fille tout en maintenant le train de vie modeste auquel elle s'était habituée depuis la mort de Michael. Leur maison dans la banlieue de Cleveland était confortable, sans être luxueuse. Des photos de Michael ornaient toujours les murs et les étagères. Olivia tenait à entretenir son souvenir pour Emma. « Tu es sûre que ça va, ma chérie ?» demanda Olivia en débarrassant leurs assiettes. « Tu es bien silencieuse depuis que tu es rentrée. » Emma farfouillait dans ses petits pois, les yeux baissés. Puis, sans crier gare, les mots jaillirent « J'ai vu papa aujourd'hui. » Olivia se figea, le cœur manquant un battement. Ce n'était pas totalement inattendu. Emma affirmait parfois voir son père en rêve ou sentir sa présence lors des jours importants. La psychologue pour enfants avait assuré à Olivia que c'était normal, une façon pour les jeunes enfants de gérer le deuil. « Oh, c'était une jolie pensée que tu as eue pour lui ?» demanda Olivia avec douceur, reprenant sa tâche. Emma secoua fermement la tête. « Non, maman. J'ai vu papa, le vrai papa, à l'école aujourd'hui. Il venait chercher la nouvelle, Sophie. » Le verre que Olivia rinçait lui glissa des mains et tomba avec fracas dans l'évier. Elle se tourna vers sa fille, cherchant ses mots. « Ma puce, je sais que parfois, on a l'impression que papa est encore avec nous. Et d'une certaine manière, il l'est. Mais tu sais bien que papa est mort quand tu étais petite. » Le visage d'Emma s'empourpra de frustration. C'était lui, maman. Il avait la cicatrice, juste là, dit-elle en montrant son propre sourcil. Et il riait comme dans les vidéos. Il m'a vu aussi. Il avait l'air effrayé. Olivia s'assit à côté de sa fille, lui prenant ses petites mains. « Emma, ma chérie, papa me manque aussi, tellement. Mais parfois, quand les gens nous manquent, notre esprit peut nous jouer des tours. On voit ce qu'on veut voir. »« Tu ne me crois pas, » murmura Emma, les larmes aux yeux. Ce soir-là, Olivia aida Emma à se préparer pour le lit, comme d'habitude. Le rituel du coucher était sacré. Bain, pyjama, histoire,
et ce qu'elles appelaient leur « moment papa », des instants où Emma pouvait poser des questions sur son père et où Olivia partageait des souvenirs. Mais ce soir, Emma était étrangement silencieuse. Alors qu'Olivia l'abordait à côté de l'ours en peluche que Michael lui avait offert, sous la courte pointe que la mère de Michael avait confectionnée, elle proposa « Tu veux regarder l'album ?» entendant le livre de photos qu'elle consultait souvent pendant leur « moment papa ». Emma secoua la tête. « Je sais à quoi il ressemble, maman. Je l'ai vu aujourd'hui. » Après qu'Emma se fut endormie, Olivia resta assise dans le salon, un verre de vin intact à côté d'elle. Les paroles d'Emma l'avaient plus troublée qu'elle ne le laissait paraître. Ce n'était pas la première fois qu'Emma imaginait voir son père, mais quelque chose dans sa certitude, ce détail précis de la cicatrice, une petite marque d'un accident d'enfance, peu visible sur la plupart des photos de famille, la rongeait. Olivia ouvrit l'album de famille, s'arrêtant sur leurs photos de mariage. Le visage de Michael lui souriait, beau, gentil, avec des petites rides au coin des yeux quand il riait. 5 ans s'étaient écoulés depuis l'accident qui le leur avait arraché. 5 ans à reconstruire une vie à partir des décombres qu'il avait laissés. Le rapport officiel avait été formel. La voiture de Michael était tombée d'un pont lors d'une violente tempête de pluie. Le véhicule avait été retrouvé, mais son corps avait été emporté par le courant. Après des semaines de recherche, les autorités l'avaient déclaré décédé. Aux funérailles, avec cercueil fermé, des centaines de personnes étaient présentes. Michael était très apprécié dans leur communauté. Son travail de conseiller financier l'amenait à côtoyer de nombreuses entreprises locales. Olivia traça les contours de son visage sur la photo. « Qu'est-ce qu'Emma a vu aujourd'hui, Michael ?» murmura-t-elle dans la pièce vide. Le lendemain matin, Emma insista pour retourner à l'école, bien qu'elle parût encore troublée. « Le papa de Sophie pourrait revenir », expliqua-t-elle quand Olivia lui suggéra de rester à la maison si elle ne se sentait toujours pas bien. Pendant sa pause déjeuner, Olivia se surprit à sortir le trieur où elle conservait les documents importants. Dedans se trouvait l'acte de décès de Michael, le rapport de police, des coupures de journaux sur l'accident et les cartes de condoléances. Elle avait tout gardé, en partie comme preuve pour l'assurance et les affaires juridiques, en partie parce que classer ses papiers lui avait offert un exutoire pendant ses premières semaines terribles. L'acte de décès indiquait clairement « Michael James Mitchell », décédé le 10 avril, 5 ans plus tôt. Ce soir-là, quand Emma rentra de l'école, sa déception était palpable. « Il n'était pas là aujourd'hui », dit-elle en laissant tomber son sac à dos près de la porte. « J'ai regardé partout. »« Emma, » commença Olivia avec prudence, « je veux te montrer quelque chose. » Elle conduisit sa fille à la table de la salle à manger où elle avait étalé l'acte de décès et les coupures de journaux. « Voilà pourquoi je sais que papa ne peut pas être à ton école, » expliqua-t-elle doucement. « Ce sont des papiers officiels qui prouvent que papa est mort dans l'accident. Tu te souviens, on en a parlé ?» Emma étudia les documents avec une expression sérieuse, trop mûre pour ses 8 ans. Puis elle leva vers sa mère ses yeux. Les yeux de Michael. « Les papiers peuvent se tromper, maman. » Cette nuit-là, après qu'Emma fut couchée, Olivia trouva un dessin sur le bureau de sa fille. Il représentait un homme et une fillette debout près d'une voiture. L'homme était légendé, papa de Sophie, et avait été dessiné avec un souci du détail remarquable pour une enfant, jusqu'à une petite marque au-dessus du sourcil droit. Au 3e jour, Olivia ne pouvait plus ignorer ce sentiment lancinant que quelque chose clochait. L'insistance d'Emma, les détails précis, le dessin. Tout cela était si inhabituel pour sa fille, d'ordinaire si pragmatique. Pendant sa pause déjeuner, Olivia appela son amie Diane, qui travaillait à l'accueil de l'école d'Emma. « Salut Di, question bizarre. Il y a une nouvelle élève, Sophie, qui est arrivée récemment. Tu sais quelque chose sur sa famille ?» Sophie Harrison, confirma Diane. Elle est arrivée il y a environ 2 mois. Gentle gamine, discreet. Pourquoi tu demandes ? Simple curiosité. Emma m'a parlé d'elle, dit Olivia, essayant de paraître désinvolte. Elle a des frères et sœurs à l'école. Non, juste elle. Elle vit avec son père. Sa mère est décédée, je crois. D'un cancer, d'après ce que j'ai entendu. Ils ont déménagé du Michigan pour se rapprocher de la grand-mère de Sophie. Le cœur d'Olivia s'emballa. Et son père, il est comment ? Richard ? Il a l'air sympa.
Il a commencé à faire du bénévolat pour l'aide à la lecture le jeudi. Les enfants l'adorent. En fait, il me rappelle un peu. Diane S. interrompit. Oh, je ne devrais pas dire ça. Dire quoi? Insista Olivia. C'est juste que la première fois que je l'ai rencontré, j'ai trouvé qu'il ressemblait un peu à Michael. Même carrure, même couleur de cheveux. J'ai failli le dire, mais je me suis retenue. La dernière chose dont tu as besoin, c'est d'une comparaison maladroite qui raviverait de douloureux souvenirs. Olivia serra plus fort le téléphone. Tu as une photo de lui dans le système de l'école? Peut-être le scan de son permis pour la vérification des antécédents? Mais Liv, qu'est-ce qui se passe? Tu peux vérifier, s'il te plaît, dis? C'est important. D'accord. Je regarde ça maintenant. Richard Harrison, 38 ans, cheveux bruns, yeux noisettes. Honnêtement, sur cette photo, la ressemblance n'est pas si frappante. Juste une vague similitude de type. Olivia Spiral Entertainment. Bien sûr, ce n'était qu'une coïncidence qui avait enflammé l'imagination d'Emma. Merci Dee. Désolée pour la question étrange. Pas de problème. Oh, en fait, il est là aujourd'hui. Il est venu pour la réunion d'information des bénévoles. Tu veux que je te le présente? Ça pourrait dissiper tout doute sur cette ressemblance. Olivia se fija. Il est là, maintenant. Dans la bibliothèque, avec les autres nouveaux bénévoles. La réunion se termine dans environ 15 minutes. J'arrive tout de suite. Olivia conduisit jusqu'à l'école d'Emma dans un état second, se répétant que c'était juste pour apaiser la confusion de sa fille. Elle jetterait un coup d'œil rapide à ce Richard Harrison, se rassurait en constatant que ce n'était qu'une vague ressemblance, puis aiderait doucement Emma à comprendre. Elle gara sa voiture et se hâta vers l'entrée principale, le claquement de ses talons résonnant sur le bitume. Alors qu'elle approchait des portes d'entrée, celles-ci s'ouvrirent et un groupe d'adultes sortit du bâtiment. La réunion d'information des bénévoles devait être terminée. Olivia ralentit le pas, scrutant le groupe, une grande femme aux cheveux gris, un jeune homme en sweat d'université, un monsieur âgé, une femme d'âge mûr avec une écharpe colorée. Et puis, un homme sorti en dernier, consultant sa montre. Cheveux châtain clair, silhouette athlétique, vêtu d'un jean et d'une chemise bleue décontractée. Il lui tournait le dos tandis qu'il faisait au revoir à quelqu'un à l'intérieur. Quand il se retourna, le monde d'Olivia s'arrêta de tourner. Malgré la barbe soigneusement taillée qu'il portait désormais, malgré les 5 années écoulées, elle aurait reconnu ce profil n'importe où. Le nez droit, la mâchoire dessinée, cette façon de se tenir, le poids légèrement déporté sur une jambe. Comme s'il sentait sa présence. Il leva les yeux. Leurs regards se croisèrent à travers la cour. Pendant une seconde qui parut une éternité, ils se fixèrent. La reconnaissance, le choc, et quelque chose comme de la peur traversèrent son visage. Puis, Richard Harrison, l'homme aux yeux de son mari, se détourna et marcha rapidement vers le parking. Olivia ne pouvait plus bouger, plus respirer. Son univers se réduisit à une unique, impossible pensée. Michael était vivant. Pour comprendre l'ampleur de ce qu'Olivia a ressenti dans cette cour d'école, il faut revenir en arrière et observer la vie qu'elle et Emma avaient construite autour du souvenir de Michael. Les Mitchell étaient l'incarnation de la jeune famille idéale. Michael et Olivia s'étaient rencontrés pendant leur dernière année d'université, elle en sciences de l'éducation, lui en finance. Leurs amis les décrivaient comme parfaitement assortis, tous deux gentils, un peu réservés, avec le même sens de l'humour subtil. On voyait qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, se souvient Sarah Jenkins, la meilleure amie d'Olivia depuis l'université. Ils avaient cette façon de communiquer sans mots. Michael regardait Olivia à travers une pièce bondée, et elle hochait simplement la tête, comme s'il lui avait posé une question à voix haute. Ils se marièrent 2 ans après leur diplôme. Emma arriva 3 ans plus tard. Leur modeste maison, dans un bon quartier scolaire, avait été choisie avec soin, en pensant aux futurs frères et sœurs d'Emma. Les vidéos de famille de cette époque montrent un père aux petits soins. Michael lisant des histoires à Emma bébé, Michael apprenant à Emma bambine à marcher, ses mains planant protectrices tandis qu'elle faisait des pas chancelants. Michael endormi sur le canapé avec Emma faisant la sieste sur sa poitrine, l'une de ses mains délicatement posée autour de son petit corps. Il adorait cette petite fille. Elle était tout pour lui. C'est pourquoi rien de tout cela n'a de sens.
Le jour où tout a basculé, le 10 avril, il y a 5 ans, avait été ordinaire, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Michael appela Olivia en rentrant au travail. Il pleut des cordes, je risque d'être en retard, dit-il. Ne m'attendez pas pour dîner. Ce furent les derniers mots qu'elle entendit de lui. Comme il n'était pas rentré à 20 heures, Olivia commença à appeler son portable. Pas de réponse. À 21 heures, elle appelait les hôpitaux. À 22 heures, elle signalait sa disparition à la police. À 23h42, des agents se présentèrent à sa porte. Il y a eu un accident, lui dirent-ils. Une voiture correspondant à la description du véhicule de votre mari est tombée du pont de l'Acéside. En raison des conditions météorologiques et des forts courants, les opérations de sauvetage sont limitées mais reprendront à l'aube. 3 jours de recherche s'ensuivirent. La voiture de Michael fut retrouvée à près d'1 kilomètre en aval. Son portefeuille et son téléphone étaient à l'intérieur, mais pas Michael. Les semaines suivantes devinrent un brouillard d'interrogatoires de police, de bilan des recherches, et finalement, alors que l'espoir s'amenuisait, de préparatifs pour les funérailles. Bien qu'aucun corps n'ait été retrouvé après des recherches approfondies, les autorités délivrèrent un acte de décès. La théorie était que Michael avait été emporté par le courant jusqu'au lac Erie, où sa récupération serait quasi impossible. La communauté se mobilisa autour d'Olivia et Emma. Des repas apparaissaient sur le pas de leur porte, des amis se relayaient pour rester avec elles. Les parents de Michael, dévastés par la perte de leur fils unique, canalisèrent leur chagrin en soutenant leur belle-fille et leur petite-fille. Emma, qui n'avait pas tout à fait 4 ans, ne comprenait pas vraiment ce qui s'était passé. « Où est papa ?» demandait-elle chaque matin pendant des semaines. Olivia consulta des psychologues pour enfants sur la meilleure façon d'expliquer la mort à une tout petite. Elle créa une boîte à souvenirs avec Emma, la remplissant de photos et de petits objets de Michael. Elles allaient visiter sa tombe vide au cimetière de Lakeview, où Emma laissait des dessins et parlait à son père de sa journée. Au fil des ans, ces rituels évoluèrent mais restèrent au centre de leur vie. L'anniversaire de la mort de Michael était marqué par un dîner spécial où elles partageaient des souvenirs. Les réussites d'Emma étaient célébrées en soulignant combien son père aurait été fier. Au coucher, Emma serrait souvent l'ours en peluche que son père lui avait donné pendant qu'Olivia lui racontait des histoires sur lui. « J'étais déterminée à ce qu'Emma sache qui était son père », expliqua Olivia. Que même s'il était parti, son amour pour elle resterait une présence dans sa vie. Le propre cheminement de deuil d'Olivia fut moins visible mais tout aussi profond. Elle participa à des groupes de soutien pour jeunes veuves, consulta un thérapeute, et lentement, douloureusement, reconstruisit une vie sans le partenaire avec qui elle s'attendait à vieillir. Recommencer à fréquenter des hommes avait été une étape monumentale. Son premier rendez-vous, 3 ans après la mort de Michael, s'était terminé en larmes dans sa voiture devant le restaurant. Le deuxième n'avait guère été mieux. Au 5e rendez-vous, avec différents hommes sur plusieurs mois, elle avait réussi à passer une soirée entière sans comparer chaque homme à Michael. Mais aucune relation n'alla au-delà de quelques rencontres occasionnelles. Olivia portait son alliance à une chaîne autour du cou plutôt qu'à son doigt, un pas vers l'avant qu'elle n'arrivait pas tout à fait à franchir. « Il ne s'agissait pas que de moi », admit-elle lors de notre conversation. Je m'inquiétais de la réaction d'Emma face à un autre homme dans nos vies. Et honnêtement, personne n'arrivait à la cheville de ce que nous avions eu. Je m'étais résignée à l'idée que Michael avait peut-être été mon unique grand amour. Les parents de Michael, Patricia et Robert Mitchell, restèrent très présents dans la vie d'Emma et d'Olivia. Les dîners du dimanche chez eux étaient une tradition hebdomadaire. Ils ne firent jamais pression sur Olivia pour qu'elle refasse sa vie, semblant trouver du réconfort dans leur dévouement commun à préserver la mémoire de Michael. « Ils ont été mes piliers », dit Olivia. « Ils avaient perdu leur fils, et pourtant, ils ont trouvé la force de m'aider à élever Emma. Ils ont maintenu Michael en vie pour nous tous. » Tel était le contexte dans lequel l'affirmation choquante d'Emma avait surgi. Une famille définie par la perte, soudée par des souvenirs partagés et des rituels de commémoration soigneusement entretenus. Une mère et sa fille qui avaient péniblement assemblé une nouvelle normalité à partir des morceaux de leurs attentes brisées. Et maintenant, debout dans cette cour d'école, Olivia était confrontée à une réalité impossible. Le fondement de leur vie reconstruite, la mort de Michael, pouvait être un mensonge. Olivia ne se souvenait pas d'être rentrée de l'école.
Son corps fonctionnait en pilote automatique tandis que son esprit luttait pour assimiler ce qu'elle avait vu. Elle se fit porter pâle au travail, chose qu'elle faisait rarement, et s'assit à la table de sa cuisine, les mains serrées autour d'une tasse de thé refroidi. L'homme à l'école d'Emma ressemblait à Michael, mais après 5 ans, son esprit ne pouvait-il pas lui jouer des tours? Le deuil provoquait d'étranges perceptions. Une fois, elle avait été convaincue d'avoir vu Michael dans une épicerie, pour réaliser que c'était un inconnu quand il s'était retourné. Mais cette fois, c'était différent. La reconnaissance dans ses yeux quand il l'avait vu, la façon dont il s'était enfui. Et il y avait l'insistance d'Emma. Sa fille l'avait reconnu la première, avait remarqué des détails comme la cicatrice au-dessus de son sourcil, peu visible sur leur photo. Diane arriva pendant sa pause déjeuner, l'inquiétude peinte sur son visage. « Tu avais l'air si étrange au téléphone », dit-elle en serrant Olivia dans ses bras. « Qu'est-ce qui se passe ?» Olivia conduisit son amie au salon où elle avait étalé des photos de famille de Michael à côté du dessin d'Emma représentant le père de Sophie. « J'ai besoin que tu sois absolument honnête avec moi, » dit Olivia. « L'homme que tu connais sous le nom de Richard Harrison, dis-moi sincèrement à quel point il ressemble à Michael. » Diane parut mal à l'aise. « Liv, d'où ça sort ? S'il te plaît, dis, c'est important. » Diane étudia les photos, puis soupira. « Il y a une ressemblance, oui. Assez pour que je la remarque la première fois que je l'ai rencontrée. Mais Liv, beaucoup d'hommes ont des traits similaires, cheveux bruns, silhouette athlétique. Ce n'est pas si inhabituel. Et ça ? » Olivia désigna une photo en gros plan où la cicatrice de Michael était visible. « Est-ce que Richard a une cicatrice comme ça ? » Diane examina la photo. « Je ne peux pas dire que j'ai remarqué, mais je n'ai pas vraiment étudié cet homme en détail. » Olivia poussa le dessin d'Emma vers elle. « C'est Emma qui a dessiné ça. Elle a inclus la cicatrice. »« Ma chérie, » dit Diane doucement, « je sais que ça doit être difficile. Emma est à un âge où elle essaie de comprendre sa perte. Peut-être qu'elle projette. » « Elle l'a reconnu avant moi, » l'interrompit Olivia. Elle l'a vu et a su immédiatement. Comment aurait-elle pu reconnaître un père dont elle se souvient à peine, à moins que ce ne soit vraiment lui? Diane prit les mains d'Olivia. « Qu'est-ce que tu insinues, exactement ? Que Michael a simulé sa mort, vous a abandonné, toi et Emma. Le Michael que tu connaissais n'aurait jamais fait ça. » « Le Michael que je croyais connaître, » murmura Olivia. Après le départ de Diane, Olivia fit quelque chose qu'elle avait repoussé pendant des années. Elle monta au grenier et trouva la boîte d'archives contenant tous les documents relatifs à la mort de Michael. Les rapports de police, les documents d'assurance, les déclarations légales. Elle les étala sur le sol, lisant chacun attentivement, cherchant « quoi ? Une anomalie, un indice qu'elle aurait manqué ?» Le rapport de police décrivait des témoins ayant vu une voiture correspondant à celle de Michael tomber du pont. Le numéro d'identification du véhicule correspondait. Son portefeuille et son téléphone avaient été retrouvés dans la voiture. La portière côté conducteur était ouverte, suggérant qu'il avait tenté de s'échapper du véhicule en train de couler. Les recherches avaient été minutieuses. Plongeurs, balayage par hélicoptère, patrouille côtière. Après 2 semaines sans corps retrouvé, l'affaire avait été classée comme noyade présumée. La compagnie d'assurance vie avait d'abord hésité à payer sans corps, mais avait finalement débloqué les fonds après la délivrance de l'acte de décès officiel. Tout semblait en ordre. Et pourtant, Emma rentra de l'école, laissant tomber son sac à dos près de la porte. Elle s'arrêta en voyant les papiers étalés sur le sol du salon. « Tu m'as cru ? » demanda-t-elle doucement. « Tu l'as vu aussi ?» Olivia regarda sa fille, cet enfant perspicace qui remarquait tout. « J'ai vu quelqu'un qui ressemblait beaucoup aux photos de ton père, » dit-elle prudemment. « J'essaie de comprendre qui il pourrait être. » Emma s'assit en tailleur sur le sol à côté de sa mère. « C'est papa, » dit-elle avec la simple certitude d'une enfant. « Il a juste une barbe maintenant, et il fait semblant de ne pas nous connaître. » Ce soir-là, Olivia appela Patricia et Robert Mitchell. Elle ne put se résoudre à partager ses soupçons par téléphone. À la place, elle les invita à dîner le lendemain soir. « J'ai quelque chose d'important à vous dire à propos d'Emma, » dit-elle, ce qui n'était pas entièrement faux. Après avoir couché Emma, Olivia ouvrit son ordinateur portable. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier avant de taper
Richard Harrison Cleveland. La recherche renvoya trop de résultats pour être utile. Elle affina, Richard Harrison Michigan. Un lien prometteur apparut, une fiche d'entreprise pour Harrison Financial Advisé, à Grand Rapids, établie il y a 4 ans. Le site web était simple mais professionnel. Aucune photo du propriétaire, juste un logo et des descriptions de services. Un conseiller financier, tout comme Michael l'avait été. Les mains d'Olivia tremblaient tandis qu'elle trouvait le numéro de téléphone de l'entreprise et composait, ne sachant pas ce qu'elle dirait si quelqu'un répondait. L'appel tomba sur une messagerie vocale. Vous êtes bien chez Harrison Financial Advisé. Notre bureau est actuellement fermé. Veuillez laisser un message ou visiter notre site web pour prendre rendez-vous. La voix était délibérément professionnelle, un peu plus grave qu'elle ne s'en souvenait, mais la cadence, la façon dont certains mots étaient accentués, cela lui donna la chair de poule. Elle raccrocha sans laisser de message. Ensuite, elle chercha Richard Harrison Michigan sur les réseaux sociaux. La plupart des profils étaient privés, ne montrant que des photos de profil trop petites pour être examinées de près. L'un d'eux montrait un homme avec une coloration similaire à celle de Michael, mais la qualité de la photo était trop mauvaise pour en être certaine. Elle créa un faux profil et envoya des demandes d'amis à plusieurs Richard Harrison, puis ferma son ordinateur portable, se sentant à la fois déterminée et légèrement honteuse de ses méthodes de détective amateur. Le sommeil était impossible. Olivia resta éveillée, son esprit parcourant les possibilités. Si l'homme à l'école était Michael, pourquoi avait-il simulé sa mort? Pourquoi les avoir abandonnés? Était-il en difficulté? Sous protection de témoins? Leur mariage entier avait-il été un mensonge? Et Sophie? La fillette semblait avoir à peu près l'âge d'Emma. Avait-il fondé une nouvelle famille alors qu'il était encore marié à Olivia? Ou y avait-il une explication innocente à tout cela? Le lendemain matin, Olivia appela l'école d'Emma et s'arrangea pour que sa fille reste à la garderie périscolaire, chose qu'elle faisait rarement. Puis elle contacta directement la directrice de l'école. « Angela, j'ai besoin de vous poser une question sur vos protocoles de sécurité, » dit-elle, essayant de garder une voix stable. « Avez-vous des caméras sur le parking ou dans la cour de récréation? » « Nous avons modernisé le système l'année dernière, » confirma Angela. « Y a-t-il un problème particulier? » « Il y a eu un incident pendant la fête sportive, un inconnu sur le terrain de l'école qui a mis Emma mal à l'aise, » dit Olivia, la demi-vérité lui laissant un goût amer dans la bouche. « J'aimerais voir les enregistrements, si possible. » En tant qu'employée du district ayant les autorisations nécessaires et parente ayant une demande raisonnable, Olivia obtint l'accès aux images de sécurité. Cet après-midi-là, elle s'assit dans le bureau de la sécurité de l'école avec le coordinateur technique, visionnant la vidéo de la fête sportive. « Nous cherchons aux alentours de l'heure du déjeuner, » expliqua Olivia, la zone de la cour de récréation, puis éventuellement le parking. Les images étaient plus granuleuses qu'elle ne l'espérait, mais suffisamment claires. Des enfants traversaient la cour pour la pause déjeuner. Emma apparut en haut de l'écran, son plat au repas à la main. Le cœur d'Olivia se serra à la vue du pull jaune familier de sa fille. « Pouvons-nous voir davantage la zone de la clôture ?» demanda-t-elle en désignant le bord du cadre. Le coordinateur ajusta la vue. Un instant plus tard, un homme apparut, debout près de la clôture. Il fit un signe et une petite fille, Sophie, vraisemblablement, courut vers lui. « Pouvez-vous zoomer ?» La voix d'Olivia tremblait légèrement. L'image s'agrandit, se pixelisant quelque peu, mais restant discernable. L'homme était partiellement tourné, son visage pas entièrement visible, mais sa posture, la ligne de ses épaules, même sa façon de gesticuler en parlant à l'enfant, tout était terriblement familier. Puis, comme s'il sentait qu'on l'observait, l'homme leva les yeux. La caméra capta son profil, et Olivia dut réprimer un hoquet de surprise. Même avec la barbe, même avec la pixelisation, impossible de se tromper sur ce visage. Les images montrèrent Emma laissant tomber son plateau, l'homme la remarquant, l'instant de reconnaissance figé entre eux, puis son départ précipité avec Sophie. « C'est ce que vous vouliez voir ?» demanda le coordinateur. Olivia hocha la tête, hébétée. « Oui, merci. » Patricia et Robert Mitchell arrivèrent pour le dîner ce soir-là, apportant le dessert préféré d'Emma et leur affection chaleureuse habituelle. Emma accueillit ses grands-parents avec enthousiasme,
tandis qu'Olivia s'affairait aux préparatifs du dîner dans un brouillard de distraction. Autour des pâtes et de la salade, Emma bavarda sur ses projets scolaires, tandis que les adultes maintenaient une conversation normale. Après le dîner, Olivia envoya Emma prendre son bain, utilisant leur routine du soir comme prétexte pour un moment privé avec ses beaux-parents. Quand Emma fut à l'étage, Olivia versa 3 verres de vin et prit une profonde inspiration. « Il y a quelque chose dont je dois vous parler à tous les deux, et ça va vous paraître impossible, commença-t-elle. C'est à propos de Michael. » Patricia attrapa la main de son mari. « Qu'y a-t-il à son sujet, ma chérie ? » « Je crois. » Olivia marqua une pause, les mots coincés dans sa gorge. « Je crois qu'il est peut-être vivant. » La déclaration flotta dans l'air. Le visage de Robert se durcit tandis que la main de Patricia volait à sa bouche. « Olivia, » dit fermement Robert, « je sais que l'anniversaire vient de passer et que c'est toujours difficile. »« Non, » l'interrompit Olivia, chose qu'elle faisait rarement avec son doux beau-père. « Ce n'est pas le chagrin qui parle. Emma l'a vu à son école il y a 3 jours. Je l'ai vu hier. » Elle expliqua tout, la première observation d'Emma, le dessin, les images de sécurité de l'école, la fiche d'entreprise du Michigan. L'homme se faisait appeler Richard Harrison maintenant. Il avait une fille nommée Sophie, à peu près de l'âge d'Emma, et il avait récemment déménagé ici depuis le Michigan. Patricia secouait lentement la tête, les larmes montant. « Ce n'est pas possible. Nous avons enterré notre fils. »« Nous avons enterré un cercueil vide, » lui rappela doucement Olivia. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le visage de Robert était devenu cendré. « Suggérez-vous que Michael a délibérément abandonné sa famille ? Laissé son enfant, nous a laissé faire notre deuil ? Non, pas mon fils. »« Je ne sais pas ce qui s'est passé, » admit Olivia, « mais je sais ce que j'ai vu. Et demain, j'ai l'intention de le confronter. » Le jeudi matin se leva, clair et frais. Olivia avait à peine dormi, sa conversation avec les Mitchell tournant en boucle dans son esprit. Ils étaient partis, troublés et peu convaincus, Patricia en larmes et Robert en colère contre ce qu'ils percevaient comme une attaque contre la mémoire de leur fils. « Nous comprenons que tu es encore en deuil, » avait dit Robert sur le pas de la porte, sa voix plus douce que ses mots. « Mais s'il te plaît, n'entraîne pas la mémoire de Michael, ou pire, Emma, dans ses illusions. » Olivia s'attendait à leur incrédulité. Elle aurait réagi de la même manière une semaine plus tôt si quelqu'un avait suggéré que Michael était vivant. Mais maintenant, avec ce qu'elle avait vu, elle savait qu'elle devait découvrir la vérité. Pour Emma, pour elle-même, et oui, même pour les parents de Michael. Selon Diane, Richard Harrison faisait du bénévolat pour l'aide à la lecture le jeudi après-midi. Olivia prit un autre jour de congé, s'habilla avec soin d'une robe bleue que Michael avait toujours aimée et se rendit à l'école d'Emma. Elle se gara de l'autre côté de la rue, positionnant sa voiture avec une vue dégagée sur l'entrée principale. L'école ne sortirait pas avant plusieurs heures, mais les bénévoles arrivaient généralement tôt pour la formation et la préparation. À 13h15, une berline bleu foncé se gara sur la place visiteur. Le souffle d'Olivia se coupa lorsqu'un homme sortit de la voiture. Même à cette distance, la ressemblance était indéniable. Il portait un pantalon kaki et un pull gris clair, une tenue si semblable à ce que Michael avait l'habitude de porter que cela semblait délibéré, une provocation. Il entra dans le bâtiment et Olivia se força à attendre. L'affronter à l'intérieur de l'école créerait une scène, traumatisant potentiellement les élèves, y compris Emma. Mieux valait l'aborder sur le parking par la suite. Les 2 heures suivantes furent une torture. Olivia alternait entre répéter ce qu'elle allait dire et lutter contre l'envie de s'enfuir, de préserver la certitude de son deuil plutôt que d'affronter la possibilité d'une trahison. À 15h30, les élèves commencèrent à sortir en masse du bâtiment. Olivia s'affaissa sur son siège, ne voulant pas être repérée par Emma ou ses amis. Le programme de bénévolat se terminerait peu après la sortie des classes. À 15h45, l'homme sortit par l'entrée latérale, consultant sa montre, un geste si familier qu'il serra le cœur d'Olivia. Il marcha vivement vers sa voiture, les clés à la main. C'était maintenant ou jamais. Olivia sortit de sa voiture et traversa la rue. Ses jambes étaient comme du coton, son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il l'entendrait. Elle s'approcha alors qu'il déverrouillait la portière de sa voiture. « Michael » appela-t-elle, sa voix étonnamment ferme. Il se figea,
lui tournant le dos. Un instant, il ne bougea pas, ne se retourna pas. Puis, lentement, il se redressa et lui fit face. 5 ans l'avaient changé de manière subtile. La barbe, quelques mèches grises aux tempes, des rides autour des yeux qui n'étaient pas là avant. Mais ses yeux. C'étaient les mêmes yeux qu'il avait regardés avec amour devant l'autel, les mêmes yeux qui s'étaient emplis de larmes quand il avait tenu Emma pour la première fois. « Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre, » dit-il, la voix maîtrisée. « Je m'appelle Richard. » Olivia fit un pas de plus. « Non. Tu t'appelles Michael James Mitchell. Tu es mon mari. Et le père d'Emma. » Son expression resta neutre, mais ses yeux balayèrent nerveusement le parking presque vide. « Écoutez, je ne sais pas qui vous croyez que je suis, mais je dois y aller. Ma fille m'attend chez sa grand-mère. »« Ta fille ?» La voix d'Olivia se brisa. « Laquelle ? Sophie ou Emma ? » « Il devint blême. »« S'il vous plaît, vous ne comprenez pas. »« Alors aide-moi à comprendre, » dit Olivia, s'approchant encore. « Aide-moi à comprendre comment mon mari, l'homme que j'ai pleuré pendant 5 ans, se tient devant moi, prétendant être quelqu'un d'autre. Aide-moi à comprendre ce que je dois dire à notre fille, qui t'a reconnu instantanément alors qu'elle se souvient à peine de toi. » Il jeta un coup d'œil à sa montre, un autre geste douloureusement familier. « Je ne peux pas faire ça ici. Pas maintenant. »« Alors où ? Quand ? Dans 5 autres années ?» La colère perçait dans la voix d'Olivia. « Tu me dois des explications. » Son sang-froid commença à céder. « Baissez la voix, s'il vous plaît. »« Pourquoi devrais-je ? As-tu peur que quelqu'un entende ? Que ton mensonge si soigneusement construit s'effondre ?» Elle tremblait maintenant, des années de chagrin se transformant en rage. « Dis-moi que j'ai tort. Dis-moi que tu n'es pas Michael. » Il la regarda directement pour la première fois. Olivia. Juste son nom, et sa voix était une confirmation suffisante. Ses genoux se dérobèrent et elle s'agrippa à la voiture pour se soutenir. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « C'est vraiment toi. » Il jeta un regard nerveux vers l'école. « On ne peut pas parler ici. Pas comme ça. »« Alors où ? » exigea-t-elle. « Rockwell Park. Ce soir, à 20h. Je t'expliquerai tout. » Il ouvrit la portière de sa voiture. « S'il te plaît, Olivia. Viens seule. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il était dans sa voiture, s'éloignant du trottoir. Olivia resta plantée là, regardant la berline bleue disparaître au coin de la rue. Elle était encore assise dans sa voiture garée lorsque la garderie périscolaire se termina et qu'Emma sortit avec ses amis. Olivia se ressaisit, forçant un sourire alors que sa fille montait dans la voiture. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ? » demanda-t-elle, la voix à peine tremblante. « Bien, on a fait des cartes pour la fête des mères en art plastique. » Emma étudia le visage de sa mère. « Tu as les yeux rouges. Tu as peur ? » « Juste des allergies, » mentit Olivia, se détestant pour cette tromperie. « Que dirais-tu d'une pizza pour dîner ? On pourrait commander chez Tony S. » Le visage d'Emma s'illumina à l'idée de son plat préféré, momentanément distraite du désarroi de sa mère. Pendant le dîner, Olivia appela sa voisine Lisa, s'arrangeant pour qu'Emma passe une soirée pyjama-cinéma avec Chloé, la fille de Lisa. « Tu vas bien ? » demanda Lisa, décelant quelque chose dans la voix d'Olivia. « Tu as l'air bizarre. »« Je vais bien, juste une affaire personnelle à régler ce soir. » Après avoir déposé Emma chez Lisa, Olivia se rendit à Rockwell Park, arrivant avec 20 minutes d'avance. Le parc était calme en cette soirée de semaine, juste quelques joggeurs et promeneurs de chiens profitant de la douceur printanière. Elle s'assit sur un banc surplombant l'étang au canard, le même banc où Michael l'avait demandé en mariage 12 ans plus tôt. Si c'était délibéré de sa part, c'était soit incroyablement attentionné, soit insupportablement cruel. À 20h précises, il s'approcha par le sentier pédestre. Il s'était changé, portant un jean et un pull sombre. Sa barbe semblait plus prononcée dans la lumière déclinante. Il s'assit à côté d'elle, maintenant une distance prudente entre eux. Pendant un long moment, aucun ne parla. L'irréalité de la situation s'abattit sur Olivia. Assise à côté de son mari décédé, sur le banc où leur vie commune avait officiellement commencé. « Tu n'as pas changé, dit-il finalement,
la voix douce. Tu es exactement la même. Olivia se tourna vers lui, la colère brillant dans ses yeux. N'ose pas. N'ose surtout pas faire comme si c'était de joyeuses retrouvailles. Il hocha la tête, les yeux baissés. Tu as raison. Je suis désolée. Es-tu Michael? Exigea-t-elle, ayant besoin de l'entendre l'admettre. Il hésita, puis acquiesça. Oui. Dis-le. Dis ton nom. Il la regarda directement, les épaules s'affaissant sous le poids de la défaite. Je m'appelle Michael James. La confirmation, bien qu'elle sût déjà, frappa Olivia comme un coup de poing. Elle porta ses mains à sa bouche, étouffant un sanglot. Pourquoi? Murmura-t-elle quand elle put enfin parler. Pourquoi nous as-tu fait ça? Michael, car c'était bien lui, regarda l'étang. C'est compliqué. J'ai toute la nuit, répondit Olivia froidement. Il prit une profonde inspiration. J'avais des ennuis, Olivia. Le genre d'ennuis dans lesquels je ne pouvais pas vous entraîner, toi et Emma. Quel genre d'ennui justifie d'abandonner sa famille, de nous faire croire que tu es mort? Le genre qui aurait pu vous mettre toutes les deux en danger. Il passa une main sur son visage, un autre geste terriblement familier. Le genre qui aurait pu m'envoyer en prison pour très longtemps. Olivia le dévisagea, incrédule. Tu tournes autour du pot. Que as-tu fait? Il y a environ 7 ans, je me suis impliquée avec des clients qui voulaient des solutions financières créatives. Sa voix était mesurée, comme répétée. Ça a commencé petit, juste quelques stratégies d'optimisation fiscale agressive. Puis ça a dégénéré, comptes offshore, sociétés écrans, transfert d'argent pour le cacher au fisc. Tu blanchissais de l'argent, traduisit Olivia sèchement. Il grimaça face à cette évaluation brutale. Je me disais que c'était juste de la comptabilité sophistiquée, que personne n'était blessé. Les clients étaient contents, la commission était bonne, et nous avions besoin d'argent. Avec Emma qui commençait la maternelle et l'emprunt immobilier. N'ose pas mettre ça sur le compte de nos besoins financiers. Siffla Olivia. Nous allions bien. Nous avons toujours été bien. Tu as raison, concéda-t-il. Ce n'était pas une question de besoin. C'était une question de cupidité, de faiblesse et de mauvais choix. Quand j'ai réalisé à quel point j'étais impliqué, il était trop tard. Le FBI enquêtait sur l'un de mes plus gros clients. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il n'arrive jusqu'à moi. Alors, au lieu d'affronter les conséquences, tu as abandonné ta famille. La voix d'Olivia monta malgré ses efforts pour la contrôler. Tu m'as laissé élever notre fille seule pendant que tu commençais une nouvelle vie. Je pensais vous protéger toutes les deux, insista-t-il. Si j'avais été arrêtée, nous aurions tout perdu. Mes biens auraient été gelés ou saisis, ma réputation détruite. Emma aurait grandi en rendant visite à son père en prison. Au lieu de ça, elle a grandi en visitant une tombe vide. Olivia tremblait de colère. As-tu la moindre idée de ce que nous avons traversé? Les cauchemars, la thérapie. Emma qui pleurait après toi nuit après nuit? Tes parents qui se sont presque détruits de chagrin? Les yeux de Michael s'emplirent de larmes. Je n'ai jamais voulu blesser aucun d'entre vous. Le plan était de disparaître, de m'établir quelque part de nouveau avec un casier vierge, puis de trouver un moyen de vous faire venir, toi et Emma. Mais tu ne l'as pas fait, dit Olivia catégoriquement. Au lieu de ça, tu as construit une toute nouvelle vie. Avec une nouvelle fille. Il détourna le regard. La mère de Sophie, Cynthia, elle ne connaissait pas mon passé. Nous nous sommes rencontrés dans le Michigan, environ 1 an après mon départ. C'était une mère célibataire avec une fille de 3 ans. Quand elle est tombée malade, j'ai promis de prendre soin de Sophie. Alors tu es devenu son père, dit Olivia amèrement, tout en abandonnant ton propre enfant. Je n'ai jamais cessé de penser à Emma, à toi. Il sortit son portefeuille et en retira une photo usée. Emma a 3 ans, le dernier âge auquel il l'avait vue. Je l'ai portée sur moi tous les jours. Olivia réprima un rire sarcastique. Quelle noblesse de ta part de porter une photo, pendant que nous portions la réalité de ton absence. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent assis dans un silence chargé. 1 million de questions se bousculaient dans l'esprit d'Olivia, mêlées à un cocktail déroutant de chagrin,
de rage et d'un insidieux courant sous-jacent de soulagement que Michael ne soit pas mort. « Pourquoi es-tu revenu à Cleveland » demanda-t-elle finalement. « De tous les endroits où tu aurais pu aller, pourquoi risquer de revenir ici ?» La grand-mère de Sophie vit ici. Quand Cynthia est morte l'année dernière, sa mère était anéantie. Elle voulait faire partie de la vie de Sophie, et Sophie avait besoin de ce lien. Je n'ai jamais imaginé que nous nous retrouverions à l'école d'Emma. Il secoua la tête. Les probabilités semblaient infimes. Et pourtant, nous y voilà, dit Olivia doucement. Alors, que se passe-t-il maintenant? Michael la regarda, incertain. Que veux-tu qu'il se passe? Ce que je veux. Le rire d'Olivia n'avait rien d'amusé. Je veux récupérer les 5 dernières années. Je veux ne pas avoir pleuré un homme qui construisait sa vie sans moi. Je veux que notre fille n'ait pas grandi en croyant que son père l'aimait si peu qu'il ne pouvait même pas lui rendre visite depuis le paradis. Je suis désolé, murmura-t-il. Je sais que ça ne suffit pas, mais je suis sincèrement désolé. Olivia s'éleva brusquement. Tu as raison. Ça ne suffit pas. Loin de là. Qu'est-ce que tu vas faire? La peur pointait dans sa voix. Olivia, si ça se sait, si les autorités découvrent que je suis vivant, j'irai en prison. Sophie perdra un autre parent. Tu aurais dû y penser avant de revenir à Cleveland. La voix d'Olivia était glaciale. Avant de faire du bénévolat à l'école de notre fille, bon sang. S'il te plaît. Il se leva aussi, maintenant une distance entre eux. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais je te demande du temps. Du temps pour trouver comment réparer ça. Réparer ça? Répéta Olivia, incrédule. Il n'y a rien à réparer, Michael. Tu as détruit notre famille. Tu as brisé le cœur d'Emma. Tu as brisé le mien. Je sais, reconnut-il, la voix brisée. Et je passerai le reste de ma vie à essayer d'expier, si tu me le permets. Mais s'il te plaît, ne te précipite pas. Pense à ce que cela ferait à Emma si c'était mal géré. À la mention de leur fille, la colère d'Olivia s'apaisa légèrement. Emma restait le centre innocent de cette catastrophe. Quoi qu'il arrive ensuite, c'est elle qui serait la plus touchée. 1 semaine, dit-elle finalement. Tu as 1 semaine pour élaborer un plan sur la façon dont tu vas expliquer à notre fille pourquoi son père a fait semblant d'être mort pendant 5 ans. 1 semaine pour décider comment tu vas arranger les choses avec tes parents, qui t'ont pleuré chaque jour. Un soulagement visible se peignit sur son visage. Merci. Ne me remercie pas, avertit Olivia. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour Emma. Et Michael, si tu disparais à nouveau, si tu essaies de fuir ce gâchis que tu as créé, je te retrouverai. Et je m'assurerai que tu affrontes toutes les conséquences que tu as évitées. Elle s'éloigna sans se retourner, ses jambes étonnamment stables malgré le tremblement de terre qui venait de dévaster son monde pour la seconde fois. La semaine qui suivit fut surréaliste. Olivia traversa ses journées dans un brouillard, agissant par automatisme au travail, maintenant une façade de normalité pour le bien d'Emma. Elle ne parla à personne de sa découverte, ni à Diane, ni aux parents de Michael, pas même à sa thérapeute. La vérité semblait trop explosive, trop fragile pour être partagée avant qu'elle ne comprenne ce qui allait se passer. Emma continuait de mentionner occasionnellement le père de Sophie, traitant manifestement sa propre reconnaissance confuse. Olivia évitait gentiment ses commentaires, se promettant que bientôt, très bientôt, sa fille aurait des réponses. Michael envoya un SMS une fois. « Peut-on se revoir demain soir ?» Même endroit, même heure. Olivia répondit par un seul mot, « Oui ». Cette fois, elle arriva à 20 heures précises et trouva Michael déjà assis sur le banc. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, des cernes sombres sous les yeux, la posture tendue. « Merci d'être venu, dit-il alors qu'elle s'asseyait à côté de lui. « Tu as dit que tu avais un plan, répondit Olivia, ignorant les politesses. Je suis ici pour l'entendre. Michael hocha la tête, sortant une feuille de papier pliée de sa poche. J'ai constamment réfléchi à ça, à ce qui est le mieux pour Emma, pour Sophie, pour toutes les personnes impliquées. Il déplia le papier, une liste de points dactylographiés. Je veux tout avouer, Olivia. Pas aux autorités, du moins pas encore, mais à nos familles. Les sourcils d'Olivia se haussèrent de surprise.
Elle s'attendait à ce qu'il suggère de maintenir la mascarade, peut-être de créer une explication élaborée pour son retour miraculeux d'entre les morts. Je veux dire la vérité à Emma, d'une manière adaptée à son âge, continua-t-il. Que j'ai fait une terrible erreur, que j'ai vécu sous un autre nom et que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Je veux dire la même chose à mes parents. Et Sophie ? Demanda Olivia. Que vas-tu lui dire ? Michael se frotta le visage avec lassitude. Ça, c'est plus compliqué. Elle me connaît comme son père depuis qu'elle a 3 ans, le même âge qu'Emma quand je suis partie. Elle a déjà perdu sa mère. Je ne veux pas briser son monde en révélant que je ne suis pas celui qu'elle pense. Donc tu vas continuer à lui mentir tout en disant la vérité à notre fille ? Le défia Olivia. En quoi est-ce juste pour l'une ou l'autre ? Je n'ai pas de réponse parfaite, admit Michael, juste les moins dommageables que je puisse trouver. Pendant l'heure qui suivit, ils discutèrent de la logistique du plan de Michael. Ils parleraient d'abord à Emma, avec Olivia présente, dans un environnement contrôlé et avec une psychologue pour enfants disponible. Ensuite, ses parents, bien qu'il craignît que son père ne lui pardonne jamais. On dirait à Sophie une version simplifiée, que Michael avait eu une autre famille avant sa mère et qu'il avait dû utiliser un autre nom pour des raisons compliquées d'adulte. Après ça, dit Michael, la voix hésitante, je veux me racheter légalement. Me rendre. Olivia le dévisagea. Tu irais en prison ? Et Sophie ? Elle resterait avec sa grand-mère pendant toute incarcération. Et j'ai mis des fonds de côté pour son avenir. Il regarda Olivia droit dans les yeux. Je suis fatigué de fuir, Liv. Fatigué de vivre dans le mensonge. Te revoir, toi et Emma, m'a fait réaliser tout ce que j'ai perdu, tous les dégâts que j'ai causés. Je veux réparer les choses, quel qu'en soit le prix. L'utilisation de son ancien surnom, Liv, provoqua un pincement au cœur d'Olivia. Cet homme devant elle ressemblait plus au Michael qu'elle avait épousé qu'au lâche qui avait simulé sa mort. « Et nous ?» demanda-t-elle doucement. « Qu'est-ce qu'il advient de nous ?» L'expression de Michael s'adoucit. « Ça, c'est entièrement à toi de décider. J'ai perdu tout droit à des attentes quand je suis partie. Si tu veux divorcer, je signerai les papiers sans discuter. Si tu as rencontré quelqu'un d'autre. » Ce n'est pas le cas, l'interrompit Olivia, se demandant aussitôt pourquoi elle avait ressenti le besoin de clarifier. Quoi que tu décides, je veux être dans la vie d'Emma, si tu me le permets. Pas pour remplacer ce que nous avions, mais pour être son père, dans la mesure que tu jugeras appropriée. C'était une déclaration soigneusement formulée, respectueuse des limites qu'Olivia avait tout à fait le droit d'établir. Pourtant, en dessous, elle sentait l'espoir désespéré d'un homme qui avait réalisé trop tard ce qu'il avait gâché. « J'ai besoin de temps », dit-elle finalement. « Ce n'est pas quelque chose que je peux décider ce soir. » Michael hocha la tête. « Bien sûr. Mais il y a encore une chose. » Il hésita. « Emma m'a reconnue à l'école. Elle pourrait en parler à mes parents dimanche, quand vous irez dîner. Nous devrions lui dire quelque chose avant ça. » Olivia savait qu'il avait raison. La perception d'Emma était trop aiguë, sa curiosité trop persistante pour se satisfaire longtemps d'esquive. « Samedi, décida-t-elle. Nous lui dirons ensemble samedi matin. Chez moi, à 10 heures. Je m'arrangerai pour qu'une psychologue pour enfants soit disponible après. » Le soulagement traversa le visage de Michael. « Merci. » Alors qu'il se préparait à partir, une pensée inconfortable traversa l'esprit d'Olivia. « Michael, est-ce que Sophie mentionne parfois Emma ? Interagissent-elles à l'école ? » Il secoua la tête. « Elles sont dans des niveaux et des classes différents. Je ne pense pas qu'elles se connaissent, à part peut-être se croiser dans les couloirs. » Des demi-sœurs qui se croisent sans le savoir, murmura Olivia, la réalité de la situation la frappant à nouveau. Tout ça est tellement impossible. Je sais. Michael se tenait debout, maintenant la distance respectueuse qu'il avait gardée tout au long de leur rencontre. Pour ce que ça vaut, Olivia, il ne s'est pas passé un jour sans que je regrette ce que je vous ai fait, à toi et à Emma. La vie que j'ai construite ensuite était creuse au fond. Olivia ne répondit pas. Les mots de pardon ne venaient pas, et les mots d'accusation semblaient redondants. Au lieu de cela, elle hocha simplement la tête et s'éloigna, portant le poids de décisions qui allaient remodeler non seulement sa vie,
mais aussi celle de 2 enfants qui méritaient mieux que les complications créées par les adultes. Le samedi matin arriva avec une pluie fine qui s'accordait à l'humeur sombre d'Olivia. Elle avait à peine dormi, répétant ce qu'ils allaient dire à Emma, anticipant les questions qu'elle pourrait poser, se préparant aux larmes, à la colère, à la confusion, ou aux 3 à la fois. La psychologue pour enfants, Dr Léa Winters, arriva la première. Olivia lui avait expliqué la situation lors d'une séance confidentielle plus tôt dans la semaine, et Dr Winters l'avait aidée à élaborer une approche qui prioriserait le bien-être émotionnel d'Emma. Les enfants sont remarquablement résilients, rappela Dr Winters à Olivia pendant qu'elles attendaient. Mais ils ont besoin d'honnêteté, transmise avec amour et à un niveau qu'ils peuvent comprendre. Emma pourrait vous surprendre par sa capacité à saisir des situations complexes. Michael arriva à 10 heures précises, l'air aussi nerveux qu'Olivia. Il avait taillé sa barbe et portait une chemise bleue que Emma pourrait reconnaître sur de vieilles photos. Cet effort pour se rendre familier à sa fille toucha Olivia, malgré sa colère persistante. Emma était dans le jardin, jouant avec le chien du voisin à travers la clôture. Olivia l'appela à l'intérieur, le cœur battant la chamade. « Emma, ma chérie, il y a quelqu'un de très important qui est venu te voir. » Emma entra dans le salon, curieuse. Ses yeux tombèrent sur Michael et elle se figea, son petit corps se tendant. « Le papa de Sophie », dit-elle, la confusion évidente dans sa voix alors qu'elle cherchait une explication dans le regard de sa mère. Michael s'agenouilla à sa hauteur, maintenant une certaine distance. « Emma, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion, « je ne suis pas seulement le papa de Sophie. Je suis aussi ton papa. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Elle regarda Michael, puis Olivia, puis de nouveau Michael. « Mais mon papa est mort quand j'étais petite. » « Non, ma chérie, » dit doucement Olivia en s'approchant d'Emma. « C'est ce que nous pensions, ce que je pensais. Mais il se trouve que ton papa vivait ailleurs, sous un autre nom. Tu es vraiment mon papa. » La voix d'Emma était faible, incertaine. Celui de toutes les photos. Michael hocha la tête, les larmes coulant abondamment maintenant. « Oui, c'est moi. » Emma fit un pas timide en avant, étudiant son visage. « Tu as la cicatrice, juste là. » Elle montra son sourcil. « Et tes yeux sont les mêmes que sur les photos. »« Oui, » murmura Michael. « Pourquoi es-tu parti? Tu ne nous aimais plus ?» La question, si directe, si déchirante, resta en suspens. Michael lutta visiblement pour trouver les mots justes. « J'ai fait une terrible erreur, Emma. J'ai fait quelque chose de mal, quelque chose que les adultes ne devraient pas faire, et j'ai eu peur de me faire gronder. Alors je me suis enfuie et j'ai fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Comme quand j'ai cassé le vase de maman et que j'ai dit que c'était le chat. » demanda Emma, essayant de comprendre les échecs des adultes à travers le prisme d'une enfant. L'ombre d'un sourire traversa le visage de Michael. « Un peu comme ça. Mais en beaucoup, beaucoup plus grave. Ce que j'ai fait a fait beaucoup de mal à ta maman, et à toi aussi. Et je suis plus désolée que je ne pourrai jamais le dire. » Olivia regarda sa fille assimiler cette information, s'émerveillant de la complexité des émotions qui se lisaient sur son jeune visage. Confusion, douleur, colère, mais aussi curiosité, et peut-être une lueur d'espoir. « Est-ce que Sophie est ma sœur ?» demanda soudain Emma. Michael parut surpris par la question. « Eh bien, oui. C'est ta demi-sœur. Nous n'avons pas la même maman, mais nous avons le même papa. Est-ce qu'elle sait pour moi ? » « Pas encore, » admit Michael. « Je dois lui dire d'une manière qui ne lui fera pas peur et ne la troublera pas. Comme nous te le disons maintenant. » Emma se tourna vers Olivia. « Tu es fâchée contre papa ?» La franchise de la question prit Olivia au dépourvu. Elle songea à esquiver, mais opta pour l'honnêteté. « Oui, ma chérie. Je le suis. Ce que ton père a fait nous a fait beaucoup de mal. Mais je suis aussi contente que tu puisses le connaître maintenant, si c'est ce que tu veux. » Emma hocha lentement la tête, puis se retourna vers Michael. « Tu vas habiter avec nous maintenant. »« Non, Mapuche, » dit-il doucement. « Je vis avec Sophie. Mais j'aimerais passer du temps avec toi, réapprendre à te connaître, si ta maman est d'accord. » Emma réfléchit, le front plissé par la concentration. Puis, sans crier gare,
Elle s'avança et entoura le cou de Michael de ses bras. « Je savais que c'était toi », murmura-t-elle. Michael ferma les yeux, rendant prudemment l'étreinte de sa fille, son visage un portrait de joie mêlé à la dévastation de ce qu'il avait manqué. Olivia se détourna, leur laissant un peu d'intimité pendant qu'elle se ressaisissait. Dr Winters croisa son regard et hocha la tête d'un air encourageant. Le plus dur était passé. Mais le chemin à parcourir restait incertain et complexe. Les semaines qui suivirent furent une navigation prudente en territoire émotionnel inconnu. Annoncer à Patricia et Robert Mitchell que leur fils était vivant se révéla aussi difficile que prévu. Robert refusa d'abord d'y croire, convaincu qu'Olivia avait inventé cette histoire à cause d'un deuil prolongé. Quand Michael apparut enfin devant eux, Patricia s'évanouit et Robert resta figé d'incrédulité avant d'exploser d'une colère telle que Michael n'en avait jamais vu chez son père d'ordinaire si réservé. « Nous t'avons enterré, » dit Robert, la voix brisée. « Nous t'avons pleuré chaque jour pendant 5 ans. Comment as-tu pu faire ça à ta mère, à ta femme et à ton enfant ?» Les retrouvailles furent loin du joyeux retour au foyer dépeint dans les films. Ce fut brut, douloureux, rempli d'accusations et de larmes. Pourtant, sous la colère, gisait l'indéniable soulagement que leur fils vive, que le vide béant de sa mort ait été un mensonge. Pour Emma, l'adaptation se fit avec une résilience surprenante. Dr Winters nota que les enfants s'adaptent souvent plus vite que les adultes aux changements de circonstances, surtout quand ces changements comblent des désirs profonds. Emma a fantasmé sur le retour de son père pendant la majeure partie de sa vie, expliqua Dr Winters à Olivia. Bien que les circonstances soient loin d'être idéales, la réalité d'avoir retrouvé son père correspond à son espoir le plus profond. Les implications légales du retour de Michael étaient complexes et de grande portée. Après avoir consulté des avocats, il prit la décision de se rendre aux autorités, avouant ses délits financiers et la fraude d'avoir simulé sa mort. Le procureur, tenant compte de sa reddition volontaire et des circonstances inhabituelles, accepta de réduire les charges. Michael fut condamné à 18 mois dans un établissement pénitentiaire à sécurité minimale, avec possibilité de libération conditionnelle anticipée pour bonne conduite. Le juge, notant l'impact sur les 2 enfants, autorisa des droits de visite réguliers pour la famille. Pour Olivia, l'aspect le plus difficile fut de définir sa relation future avec Michael. Ils étaient toujours légalement mariés. Sa mort n'avait pas dissous leur union puisqu'ils n'étaient pas réellement morts. Pourtant, la trahison et les 5 années de vie séparées avaient créé un gouffre qu'une simple réconciliation ne pouvait combler. « Je ne sais plus ce que nous sommes l'un pour l'autre », admit-elle lors d'une conversation privée avec Michael avant qu'il ne commence sa peine. « Je ne suis pas ta veuve, mais je ne me sens pas non plus comme ta femme. »« Nous pouvons être ce que tu veux que nous soyons », répondit Michael. « Coparents, amis, légalement mariés mais pratiquement séparés. Je suivrai ton exemple, Liv. » Olivia choisit de reporter toute décision définitive jusqu'à ce que Michael ait purgé sa peine. « Nous avons tous les 2 besoin de temps, » jugea-t-elle. « Du temps pour voir qui nous sommes maintenant, et si ces personnes ont un avenir ensemble. » L'aspect peut-être le plus délicat de leur nouvelle réalité fut la relation entre Emma et Sophie. Après une préparation minutieuse avec des psychologues pour enfants, les filles furent présentées comme des demi-sœurs. La gêne initiale fit place à une curiosité prudente, puis progressivement à un lien authentique. « Elles partagent plus que l'ADN de Michael », observa Olivia à Patricia lors d'un dîner dominical. « Elles ont le même rire, la même façon de pencher la tête quand elles réfléchissent. » Pour Sophie, apprendre que papa avait un autre nom et une autre famille fut déroutant, mais la réalité concrète d'avoir une sœur offrit une compensation tangible aux complications abstraites des adultes. Les filles commencèrent des visites supervisées régulières, construisant une relation fraternelle naissante qui existait indépendamment de la dynamique complexe des adultes qui les entouraient. 6 mois après la découverte d'Emma dans la cour de récréation, une nouvelle normalité avait commencé à émerger du chaos. Michael purgeait sa peine, maintenant un contact régulier avec ses 2 filles par des visites et des appels téléphoniques. Sophie vivait principalement avec sa grand-mère, Olivia apportant soutien et soins occasionnels pour maintenir la stabilité des 2 fillettes. Patricia et Robert Mitchell avaient surmonté leur choc initial et leur colère pour parvenir à une réconciliation prudente avec leur fils, lui rendant visite tous les mois tout en approfondissant leur relation avec leur petite fille retrouvée, Sophie. Olivia avait repris une thérapie,
gérant le deuil complexe d'avoir perdu un mari non pas à la mort, mais à la tromperie, et les émotions tout aussi complexes de son retour. Elle recommença à fréquenter des hommes avec prudence, au su et avec les encouragements de Michael, bien que chaque tentative souligna à quel point cette expérience avait affecté sa capacité à faire confiance. Emma s'épanouissait au sein de ce cercle familial élargi, présentant fièrement Sophie comme sa sœur à l'école, rendant visite à son père avec une résilience qui stupéfiait les adultes autour d'elle. La psychologue pour enfants nota que l'expérience unique d'Emma avait accéléré sa maturité émotionnelle, lui donnant une compréhension de la complexité humaine bien au-delà de son âge. Et de manière inattendue, Olivia et Janet, la grand-mère de Sophie, nouèrent une amitié et un soutien mutuel basés sur leur expérience commune d'aimer des enfants pris dans la tromperie de Michael. « Nous sommes une famille peu conventionnelle », remarqua Janet lors d'une fête d'anniversaire commune pour les filles, mais nous faisons en sorte que ça marche, pour elles. Au moment de conclure cette histoire remarquable, il est important de noter qu'il n'y a pas de fin de conte de fées dans des situations d'une telle complexité. Les actions de Michael ont causé un tort profond qui ne pourra jamais être entièrement réparé. La confiance, une fois brisée, ne peut être parfaitement restaurée. Les conséquences juridiques et émotionnelles continuent de se répercuter sur toute leur vie. Pourtant, au sein de cette réalité désordonnée et imparfaite, des moments de véritable guérison ont émergé. 2 sœurs se sont trouvées. Des grands-parents ont retrouvé un fils qu'ils croyaient perdu à jamais. Une mère a trouvé une forme de clôture à un deuil qu'il avait défini pendant des années. Et un père, malgré ses profondes failles, a eu l'opportunité de se racheter auprès de la famille qu'il avait abandonnée. Emma, maintenant âgée de 9 ans, l'a peut-être résumé au mieux dans une rédaction qu'elle a écrite pour l'école, et que sa mère nous a partagée. Une famille, c'est compliqué. Parfois, les gens partent. Parfois, ils reviennent. Et parfois, ils n'étaient jamais vraiment partis. Mon papa a fait quelque chose de mal quand il est parti, mais je suis contente qu'il soit revenu. Maintenant, j'ai une sœur, des grands-parents en plus, et plus de gens qui m'aiment. Ma maman dit que pardonner, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, mais choisir de refaire une place à quelqu'un dans son cœur, même quand il vous a fait du mal. J'apprends encore ce que ça veut dire, mais je crois qu'on l'apprend tous. Cette histoire soulève des questions profondes sur le pardon, la rédemption et la résilience des liens familiaux.